Alors tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas que les marchés financiers, c'est risqué, que si vous investissez, utilisez de l'argent dont vous n'avez pas besoin de vivre tous les jours, hein, on ne parie pas son salaire, on ne parie pas toutes ces économies d'un seul coup, surtout quand on est débutant, hein. Le but de trader, c'est de trader en étant zen, hein, puisque les fluctuations, ça fait un stress. Il faut pouvoir vivre avec ce stress constamment, donc il ne faut pas qu'il soit trop fort. Donc c'est une partie de l'argent dont vous êtes, vous acceptez de perdre et qui ne changera pas votre vie. C'est la condition sine qua non pour devenir un trader qui arrive petit à petit. N'oubliez pas que sur les futurs, vous pouvez, dans les quelques cas extrêmes, vous retrouver, enfin notamment sur les futurs, pas que les futurs, hein, vous pouvez vous retrouver avec un compte qui peut passer en négatif, hein. Donc surveillez toujours vos positions, mettez toujours des stop loss pour éviter les cas extrêmes, hein. Donc alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va parler tout d'abord de la décision de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, donc qui est arrivée tout à l'heure. On va parler de l'économie américaine et du cycle de hausse des taux que la Fed a commencé. On va essayer de voir si elle est behind the curve, donc si elle est en retard. On parlera aussi du conseil des gouverneurs de la BCE, qui a eu lieu la semaine dernière, hein. Donc 3 banques centrales, alors il y en a plus que ça, hein, qui actuellement, il y a eu la Banque nationale suisse, notamment ce matin, qui a surpris, comme à son habitude d'ailleurs. On parlera de la fragmentation, donc là c'est un sujet qui préoccupe les marchés, enfin les professionnels depuis un certain temps, hein, depuis plusieurs réunions déjà. Et donc on va voir ce que c'est, ce que la BCE a envisagé de faire. Et on regardera l'évolution de l'eurodoll et les différents spreads de taux, puisque c'est des indicateurs que les institutionnels surveillent de façon récurrente. Donc je vous parlerai aussi des formations individuelles que je donne sur le trading, sur la spéculation. Donc c'est tous des cours par Zoom en temps réel. Je tiens compte de votre expérience. Donc on verra ça en détail tout à l'heure. Alors, la Banque d'Angleterre. Donc la Banque d'Angleterre, elle vient de monter ses taux. Donc de 25 basis points, donc c'est la 5e fois qu'elle monte ses taux, hein. Donc elle a commencé à monter ses taux avant la Fed. Alors maintenant, donc, elle a amené son taux directeur à 1,25%. Alors, comme la Fed, hein, hier, elle a abandonné ce qu'on appelle sa forward guidance, c'est-à-dire le fait de dire ce qu'elle va faire plus tard. Elle a abandonné toute référence à d'autres durcissements dans son communiqué. Donc ça peut être aussi une première partie de l'explication du fait que le câble, hein, le GBP/USD, il a commencé à baisser. Alors pourquoi seulement 25 basis points, hein, puisque le marché, certains attendaient plus que 25 BP, une hausse un peu plus forte, hein. Alors déjà, on peut noter que c'est quand même son plus fort cycle de hausse des taux depuis qu'elle a fait des cycles de hausse des taux dans le passé, depuis 1997, hein. Alors pourquoi elle fait un cycle de hausse de taux? Vous voyez celui actuel là, en rouge pointillé, et celui de 97 en bleu marine, quoi. Pourquoi elle fait un cycle de hausse de taux si fort? Notamment, vous avez l'inflation qui explose au Royaume-Uni, elle est plus forte qu'en Europe, elle est plus forte qu'aux États-Unis, elle est à 9%. Et la Banque d'Angleterre a même indiqué dans son communiqué qu'elle anticipait une inflation à 11% d'ici la fin de l'année, hein. Donc c'est un chiffre qui est très très fort. Alors le problème, c'est que elle fait face aussi à un sentiment des consommateurs qui est en train de chuter, hein, aussi bien pour les particuliers que le milieu des affaires. Alors du coup, la BOE, elle prévoit une baisse carrément de son PIB de moins 0,3% au second trimestre, hein. Donc qu'est-ce qu'on constate? Elle est coincée entre deux risques. Ce qui peut arriver, ce que disait Thomas au début avec les USA ou l'Europe, hein, c'est-à-dire des effets de second tour qui amèneraient un risque d'hyperinflation ou une récession. Alors le pire, ça serait les deux en même temps, évidemment, hein. Donc voilà, alors comme je vous disais, il y a eu la chute initiale du câble, puisque en fait elle a abandonné sa référence à d'autres durcissements. Il y a aussi le fait que 25 BP, il y en a qui trouvaient que c'était insuffisant, hein. Mais par contre,
elle a quand même rajouté qu'elle agirait avec force si jamais il y avait plus de pression inflationniste persistante. Donc il faut en conclure que 50 points de base est tout à fait possible en août. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que le marché il anticipe que le taux directeur de la Banque d'Angleterre il atteindra 3% à la fin de l'année, ce qui ferait donc une hausse totale par rapport à actuellement de 175 basis points. Donc si on regarde, il reste 4 meetings pour la Banque d'Angleterre d'ici la fin de l'année, le prochain c'est en août. Donc 175 basis points, ça ferait 3 meetings avec 50 basis points et un à 25. Donc voyez, si elle fait, voilà, la probabilité donc, de faire 50 BP, elle est quand même très forte. Donc c'est ça qui, comme une des raisons pour que la paire a remonté. On a eu quoi? On le voit sur le marché des swaps interbancaires, les swaps OIS. Ils ont monté après l'annonce de la Banque d'Angleterre, et maintenant ils sont carrément à 60 BP. Donc ça veut dire qu'ils sont en train, pour août, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'intégrer un peu plus que 50 BP. Donc c'est pour ça que vous avez le câble qui remonte. Et puis ils anticipent carrément, eux, un taux terminal maintenant à 3,12%, alors que même hier, c'était plutôt 2,85. Je vous ai dit 3, c'était plutôt 2,85. Et en plus, dans son communiqué, qu'est-ce qu'elle a annoncé, la Banque d'Angleterre? C'est qu'elle trouvait le sterling qui était particulièrement faible face au dollar. Donc on comprend pourquoi. On a le câble qui remonte, et puis qui donc a été jusqu'à 24,06 tout à l'heure. Alors, dans l'absolu, c'est ce que le graphe vous montre, c'est que c'est un cycle de hausse de taux qui est très très fort par rapport au cycle de hausse précédent. Il semble exagéré dans l'absolu. Alors d'accord, on voit que dans le communiqué, il y a 3 membres de la Banque d'Angleterre qui ont voté en faveur d'une hausse plus forte. D'ailleurs, ce sont les mêmes qu'en mai. Leur vote, il signifie quoi? Qu'ils sont en faveur de la même attitude que la Fed, c'est-à-dire taper vite, taper fort, et qui font le pari que malgré ça, la consommation va rester résiliente. Alors, ils font aussi le pari, vous le savez, il y a le gouvernement qui est en train de faire un package, donc qui va aider aussi, qui va peut-être aider à empêcher une récession. Mais bon, la majorité des membres, eux, ils ont voté pour seulement 25 BP. Donc, eux, ils craignent plus une baisse de l'économie qu'une hausse de l'inflation. Donc ça, ce qui va être super important à la prochaine réunion en août, c'est de regarder les prévisions économiques de la Banque d'Angleterre. Parce que si jamais elle le revoit à la baisse, il va y avoir des opérateurs de marché qui seront pris à revers. Alors, actuellement, c'est le cas. Je vois, après la réunion, il y a 3 banques qui voient actuellement les anticipations de marché exagérées. Donc, c'est à surveiller. Voilà. Dès qu'il va y avoir un chiffre faible qui va sortir, les anticipations, elles vont tout de suite chuter. Et à ce moment-là, les chutes pourraient être plus fortes du câble que les hausses. Donc, à surveiller. Alors, si on parle maintenant de l'économie américaine, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un emploi qui est robuste, puisque finalement, on a encore 390 000 emplois qui ont été créés donc pour le mois de mai, donc plus que ce qui était prévu. Il y a eu un taux de chômage qui n'a pas baissé. Pourquoi il n'a pas baissé? Parce qu'il y a eu autant d'emplois qui sont rentrés dans le marché du travail que d'emplois créés. Donc du coup, il n'y a pas eu de baisse. Les 390 000 ont été compensés. Il n'y a pas eu de baisse du taux de chômage. N'empêche que taux de chômage à 3,6, si vous voulez, 3,6, si on tombait à 3,5 comme ce qui était anticipé, c'est un plus bas depuis plus que 1969. Donc c'est un plus bas, mais qui prouve que le marché du travail est tendu. Donc on le voit là dans la courbe que je vous ai mise sur la gauche, ça s'appelle la courbe de Beveridge. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est tout en haut à gauche. Donc là, vous voyez, on est tout en haut à gauche. Donc c'est le rapport entre le taux de chômage et le nombre d'offres d'emploi. Et on voit bien que donc avant la pandémie, on se trimballait sur la courbe qui était en bas, et qu'avec la pandémie, elle s'est translatée en haut, donc avec un déséquilibre entre l'offre qui est énorme et la demande. Les offres d'emploi, elles restent nettement au-dessus. Avant la pré-pandémie, on avait 7,6 millions d'offres d'emploi.
Et puis maintenant, ben, on a 11,5 millions. Alors ça a à peine baissé, hein, je veux dire 11,9 le mois d'avant, voilà, ça a à peine baissé les offres d'emploi. Donc évidemment, il y a des risques inflationnistes, hein, puisque, et même des risques, je dirais, de consommation excessive, puisque quand vous savez que en moyenne, il y a actuellement 1,9 emplois vacants pour un chômeur, hein, et ben, ça veut dire quoi? C'est que ils n'hésitent pas à quitter leur boulot. Ils n'hésitent pas, c'est ce qui s'était passé il y a quelques mois, alors peut-être que la donne a changé maintenant, à quitter leur boulot pour uniquement investir dans les cryptos. Hein, il y avait un sondage d'HSBC qui montrait que sur 6000 personnes, tu en avais 4% qui avaient tout quitté pour investir dans les cryptos, et qu'il y en avait 7% qui avaient, connaissaient quelqu'un qui avait tout arrêté pour investir dans les cryptos. Après, ça se comprend, hein, quand vous avez un métier je sais pas, de manutention ou de restauration qui n'est pas très motivant, le gars, s'il voit que les cryptos, que les actions montent, il préfère rester chez lui à boursicoter. Hein. Donc la donne va peut-être changer, mais ils n'auront pas de problème pour trouver du travail. Hein. Donc voilà, les offres d'emploi, elles ont explosé. Hein. Alors pourquoi je vous parle de cette courbe? Parce que Powell l'a cité. Il cite souvent le rapport entre le nombre d'offres d'emploi et le taux de chômage. Hein. Alors, dernièrement, il y a même un des membres de la Fed donc, qui l'a affiché, cette courbe. C'est pour ça, ça veut dire qu'il faut le surveiller, puisque la Fed le surveille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? L'inflation. Alors, si on regarde l'inflation, qu'est-ce qu'on voit? Elle remonte, c'est pareil. On s'attendait à un pic d'inflation. Hein, donc, c'est la flèche que je vous mets ici. Hein, il y avait une légère baisse de 8,6, 8,3, on est remonté à 8,6. Hein. Alors, il y a deux problèmes. Hein. On voit que même si l'inflation, alimentation et énergie, elle est en dessous, elle est en baisse, en réalité, c'est en partie dû à des effets de base. Regardez, là, si vous voyez, c'est avril, mai, juin 2021. Donc, en avril, mai, juin 2021, vous aviez 0,9%, 0,8%, 0,9% de hausse. Donc en fait, ça, on se le traîne dans le chiffre annualisé. Donc vous vous retrouvez avec les effets de base, avec une inflation hors alimentation, énergie qui est en train de baisser, hein, mais de 6,2 à 6%. Mais en réalité, le dernier chiffre, 0,6%, il reste fort. Hein. Vous le voyez, il reste fort dans l'absolu. Vous voyez qu'il est bien plus haut qu'avant la pandémie. Donc ça, c'est quand même un souci. Hein. Et surtout, elle est généralisée. Et puis, il n'y avait aucun économiste qui avait anticipé une inflation hors alimentation énergie aussi forte. Hein. Donc, du coup, ça a remis en cause l'idée du marché qui anticipait, je vous dis, qu'on venait de passer à un pic d'inflation. Hein. Donc, on l'a vu à partir, c'était vendredi, on a bien vu... je vois, je suis surtout l'eurodoll. L'eurodoll, il avait baissé suite à la BCE, on en parlera, mais après, il s'est super accéléré et ça a continué, ça a impacté le marché des actions très fortement. Hein, donc, voilà, le marché quand même était surpris. Hein. Alors, quand on regarde dans les détails du chiffre, la reprise, elle est surtout dans les services maintenant avec la fin d'Omicron. Hein, et ce qui se passe, on le voit indirectement là à droite, c'est-à-dire que les ventes au détail, elles sont sorties faibles. Hein. Elles sont sorties faibles. Pourquoi? Parce que dans les ventes au détail, il y a principalement des biens. Il n'y a que les restaurants qui sont dedans, puisque les restaurants, c'est des services, hein, les restaurants, la restauration, les bars. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais on le voit dans beaucoup de pays, avec la fin de la pandémie pour l'instant, hein, donc ça... le consommateur, il change, il passe des biens vers des achats de services. Hein. Alors on le voit dans la hausse des prix des véhicules d'occasion qui recommencent à monter. Là, il y a eu 1,8% sur les prix d'occasion de hausse. Il y a eu 1% sur un mois pour les véhicules neufs. Donc ça fait 16% de hausse sur les prix des véhicules d'occasion. Ça fait 12%, 6% sur les prix des véhicules neufs. Et puis on a surtout les billets d'avion, ça c'est ce qui m'a choqué, 12,8% de hausse. Donc en un an, les billets d'avion aux États-Unis ils ont monté de 37,8% sur un an. Quand on regarde les TSA checkpoints, c'est-à-dire les embarquements,
on est quasiment au niveau 2019, hein, à 5%, 10% près, dans le nombre de passagers chaque jour qui s'embarquent dans un aéroport, enfin qui s'enregistrent dans un aéroport américain. Voilà, donc les services, ils ont beaucoup repris. Donc voilà, c'est un changement, mais c'est de la consommation. Donc la Fed, elle le voit bien, c'est que malgré le fait que les prix montent, les Américains, ils continuent à consommer. Alors même si maintenant, eh ben, ils consomment, ils sont en train d'entamer leur bas de laine qu'ils ont réussi à faire pendant la pandémie, et même il y en a certains, et on le voit, les nombres de crédits revolving augmentent. Ils sont prêts à emprunter. Bon, après, ça se comprend. Quand vous avez 2 emplois pratiquement pour un chômeur, 2 offres d'emploi pour un chômeur, même si vous prenez un crédit revolving, de toute façon, au pire, vous trouverez un boulot, hein. Donc voilà, ils sont pour l'instant dans cette attitude, les Américains, hein. Donc même si les ventes au détail, je vous dis, qui baissent, mais qui sont un peu un faux indicateur, parce que les consommateurs, ils ont changé, si vous voulez, d'habitude de consommation à cause du Covid, on comprend pourquoi la Fed, elle continue de monter. Alors, vous voyez, là, il y a dans le graphe de droite, il y a en même temps le sentiment des consommateurs. Alors, il ne faut pas se tromper. Il est en baisse, il est en forte baisse, mais en réalité, ils disent quoi? Ouais, ça va mal, l'inflation, ça va mal, mais il n'empêche qu'ils consomment. Donc, nous, c'est ce qu'on voit dans les chiffres, c'est quand on voit les chiffres de détail, les big data que fait par exemple Bank of America, voilà, ils prennent plein de crédits revolving, ils consomment, et comme je vous ai dit, ils n'auront pas le problème pour trouver un boulot, hein. Donc voilà, bon, toujours est-il que, comme disait Thomas au début, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir peur que l'économie américaine aussi, elle parte, je veux dire, en récession, enfin qu'elle baisse, hein. Il y a hier, donc il y a le gérant, Monsieur Gundlach, Jeffrey Gundlach de Double Line, qui a dit que l'économie apparaissait plus faible que beaucoup, contrairement à ce que certains pensent, hein. Il a dit ça sur CNBC. Donc on est dans cette situation où il y a de l'inflation, où les Américains continuent de consommer, donc c'est normal que la Fed elle monte ses taux, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc elle a monté ses taux. Donc on s'attendait, tout le marché pensait qu'elle allait faire 0,50% de hausse, et puis elle a surpris au dernier moment, elle a monté de 0,75%. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi il y a eu un changement radical au dernier moment, une accélération si soudaine, hein? Et ben lundi soir, il y a d'abord eu une publication d'un article dans Wall Street Journal à 21h, donc d'un journaliste, hein, qui disait que une inflation plus haute, plus élevée, je dirais, augmente les chances pour que les officiels de la Fed approuvent une hausse de 75 basis points cette semaine. Donc, paf, ça a commencé comme ça. Et après, il y a une deuxième couche avec le Steve Liesman, donc c'est un anchorman, hein, donc un journaliste phare de la chaîne CNBC, donc qui un peu plus tard, donc lundi presque à minuit, qu'est-ce qu'il a annoncé? La Fed va très probablement monter ses taux de 75 basis points cette semaine. Donc paf, le marché il a tout décalé, l'anticipation était de 50 BP parce que la Fed avait communiqué bien avant. Donc là, on est exactement dans le même cas que la Banque d'Angleterre. Comme je vous disais, elle a complètement abandonné sa forward guidance au dernier moment pour accélérer, pour taper plus fort, hein. Donc, elle tape plus fort, elle préfère taper plus fort, donc quitte à ralentir après, que de se retrouver behind the curve, hein. Parce qu'on lui reproche quand même déjà ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? La Fed, elle a volontairement fuité sa volonté d'accélérer les hausses de taux, hein. Donc c'est complètement volontaire, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le marché il a complètement changé d'anticipation, hein. Donc le 75 d'un seul coup il était intégré à 96% par le marché juste avant mercredi, hein. Et puis ils sont en train d'anticiper qu'en juillet ça va recommencer 75%, enfin 75 BP je veux dire de hausse, et puis pareil, encore deux hausses de 50 BP derrière. Ça c'est ce que le marché maintenant est en train de penser, donc comprenez, ça fait des fortes hausses de taux à venir, donc d'où le fait que le marché action il est en train de dévisser, hein.
puisque plus les taux montent, plus il y a des coûts pour les entreprises, et puis c'est ce que veut la Fed. La Fed, elle veut un ralentissement de la consommation. Donc évidemment, ça va peser sur les bénéfices des entreprises. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc on comprend pourquoi, voilà. Alors au début, vous voyez, ça a remonté, c'est toujours classique, il y a un mouvement dans un sens et après dans l'autre, ça c'est assez classique. Du coup, le marché des actions, il a monté juste après l'annonce de la Fed parce qu'il s'était réajusté juste au dernier moment. Et puis donc après, ils ont été un petit peu soulagés, je dirais. Alors on va en parler après parce que Powell il a mis une petite incertitude. Il a d'abord dit que la hausse de juillet, ça sera de 75 BP, et puis après, dans son discours, il a commencé à dire, ça sera peut-être 75 ou 50. Donc ça a plu au marché, parce que le marché s'était dit, bon, ça va être encore 75 la prochaine fois. Voilà. Donc du coup, ils ont été un petit peu soulagés. Donc du coup, ça a aidé, ça a fait baisser le dollar sur le coup, ça a fait remonter les actions sur le coup. Mais en réalité, au total, c'est quand même énorme ce qui arrive. Donc voilà. Alors Powell a donné beaucoup de renseignements qui sont importants pour le trading. Il a bien dit que c'est le chiffre de l'inflation de vendredi et les attentes sur l'inflation qui ont décidé au dernier moment les membres de la Fed d'accélérer la hausse des taux. Alors, il explique sur le fait pourquoi aussi tard, parce que le chiffre, c'est rare que ce chiffre il arrive aussi tardivement par rapport à une réunion de la Banque centrale, et c'est pour ça qu'il explique ce changement, ce volte-face, je dirais, au dernier moment par rapport à ce qu'il disait avant. Alors, il a même rajouté une autre chose, que même si le taux de chômage remontait vers 4,1%, ça serait toujours un taux historiquement bas. Donc, il est prêt à monter les taux de telle façon à ce que le taux de chômage remonte, pour diminuer le déséquilibre entre l'offre et la demande. Puisque structurellement c'est pas bon, je veux dire ça peut pas durer indéfiniment. Alors il a aussi rajouté un truc, qu'il était vraiment responsable de l'inflation totale, et que malheureusement il y a une partie de l'inflation totale qui contrôle pas, savoir le prix du pétrole et des matières premières. Donc ça c'est un gros problème, c'est le problème de toutes les banques centrales. Donc ça c'est un problème. Donc voilà, il est prêt à ce que le taux de chômage remonte pour diminuer les pressions inflationnistes. C'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà. Dans l'absolu, 4,1, même en France, on serait content de les avoir. C'est pas un taux qui donne une récession. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Les prévisions de la Fed. Les membres de la Fed, maintenant, ils prévoient 3,25, 3,50% pour les taux directeurs en 2022. Donc, ça veut dire encore 200 points de hausse de la Fed. Donc, 200 points de hausse. Après, par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a baissé, elle va baisser ses taux, elle les rebaisse un petit peu, donc elle les remonte, en 2023 à 3,50, 3,75, après elle les rebaisse à 3,25, 3,50. Donc elle pense que voilà, ça va se calmer, mais qu'on va quand même encore monter les taux en 2023. Par contre, ce qui a surpris aussi le marché, et ce qui peut aussi expliquer la baisse des actions, c'est qu'elle a substantiellement baissé ses prévisions de croissance pour 2022 à 2023, parce qu'avant elle prévoyait en mars dernier 2,8% pour 2022, maintenant elle prévoit 1,7%, donc ça fait une sacrée baisse. Pareil, en 2023 elle prévoyait 2,2%, maintenant elle prévoit 1,7% aussi. Donc, et même en 2024, elle pense que on n'aura que 1,9%, alors qu'en mars elle pensait 2% de croissance. Donc voilà, donc je vous dis, elle est prête à sacrifier une partie de la croissance, à faire remonter le taux du chômage pour avoir moins de pression inflationniste, donc moins de exigences de hausse de salaire, etc. Alors, elle a raison, parce que trop d'inflation, ça tue un pays. Il y a des pays qui ont subi l'hyperinflation, ça tue un pays. Donc, c'est pour ça qu'elle le fait. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu donc le gérant de Double Line qui a pensé qu'il y aurait une récession, que l'économie va être plus faible que ce qu'on pense. Il y a des banques qui pensent qu'en 2023, il y a une récession légère,
hein, qui est plus probable que jamais. Donc la Fed, elle a décidé de prendre ce risque, hein, je dirais d'au moins une contraction de l'économie US. Hein. Alors, enfin, bilan, on voit que côté immobilier, et aux US, c'est pas du tout la même chose qu'en France, hein, parce qu'ils ont beaucoup de taux immobiliers révisables. Ben, et je voyais tout à l'heure, les taux des crédits hypothécaires à 30 ans, ils sont au plus haut de 2008. Hein. Ils ont monté au total donc, de 25 BP. Ils sont maintenant à 5,65 et puis vous avez jusqu'où les ventes des maisons qui sont en train de chuter. Hein. Donc c'est en train d'impacter. Alors voilà, est-ce qu'elle a raison? On regarde encore, est-ce qu'elle est en retard? Bon, faut pas oublier que je vous dis, en janvier dernier, les taux directeurs, ils étaient encore à 0,25%. Hein. Donc là, ce qu'elle a fait, il faut réaliser que c'est la plus forte hausse de taux en un meeting depuis 1994. Hein. Alors, si on compare avec 1994, quand elle avait monté comme de cette même ampleur, hein, et ben qu'est-ce qui s'était passé? Et ben, on a une inflation qui est beaucoup plus haute. On a 8,6%, en 94 c'était 2,7%. Et le taux de chômage, 3,6 que je vous ai dit tout à l'heure, et ben en 94 c'était 5,7. Donc on voit bien que la situation, est-ce qu'elle est comparable à 100%? Évidemment non, mais on voit que la situation est beaucoup plus tendue. Donc par rapport à 94, oui, la Fed est en retard. Maintenant, quand on regarde, qu'est-ce qu'en pense le marché? C'est les graphes que je vous ai mis. Donc à gauche, je vous ai mis quoi? Les swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans. Eh bien, on voit qu'on n'est pas au plus haut, on voit même que ça a rebaissé, c'est-à-dire qu'ils sont en train de penser qu'on aura une inflation de 2,66% dans 5 ans. Donc le marché, en fait, il s'est calmé depuis un certain moment, depuis en fait le début du cycle de hausse des taux de la Fed. La Fed, c'est la troisième hausse qu'elle fait. Donc voilà, si on regarde les break-even d'inflation, ça c'est des indicateurs que suivent les institutionnels. Hein. Donc ça c'est des outils pour se protéger contre l'inflation. Hein. Toutes les banques qui font des crédits immobiliers, elles vont se protéger comme ça. Tous les gérants qui ont des obligations vont utiliser ce genre de produits pour se protéger la perte de valeur de leurs obligations. Donc là, les break-even d'inflation, donc si vous voulez, c'est une mesure d'inflation qui est dérivée du taux des obligations du Trésor US qui sont à maturité constante à 10 ans et qui sont indexées sur l'inflation. Donc là, on voit à droite, vous voyez, ça, il y a eu un petit pic, hein, on est passé vers 3%, et puis on est redescendu à 2,58%. Donc vous voyez, le pic il correspond quoi? Juste avant le début du cycle de hausse de taux de la Fed. Donc le marché, quelque part, des taux d'intérêt. Donc on a d'un côté les marchés interbancaires avec les swaps d'inflation qui apprécient ce que fait la Fed, puisqu'ils trouvent que c'est une bonne mesure, puisqu'ils sont en train de baisser. Et pareil dans les break-even d'inflation. On s'aperçoit que les gérants aussi qui utilisent les break-even d'inflation, ils sont en train de penser que ce que fait la Fed, c'est bien. Sinon, on verrait l'inverse. Hein. On verrait que ça monte plus haut. Hein. Donc, voilà. Alors maintenant, je vous explique un peu comment se passent les formations. Je vais vous mettre dans la situation des professionnels. Je vais vous apprendre ce qu'ils regardent. Je vais vous donner l'accès à la recherche des banques. Donc la recherche des banques, c'est des trucs aussi bien intraday pour la journée, des scénarios de trading pour par exemple la Banque d'Angleterre, la Fed, la BCE. Alors je dis bien des scénarios, on ne fait jamais un seul scénario. Hein. Quand vous faites du trading, vous êtes comme un général d'armée. Là, l'OTAN, je veux dire, ils sont en train de faire des scénarios. Que va faire Poutine? Hein? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce que je dirais il va s'arrêter au Donbass, en Ukraine? Est-ce qu'il va reprendre son idée initiale, donc de prendre possession de Kiev et de renverser le gouvernement? Est-ce qu'il va attaquer la Géorgie, hein, qui est quand même une cible potentielle? Est-ce qu'il va attaquer la Moldavie? Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, vous êtes obligé de passer vos pions, hein, vous êtes obligé de placer l'armée, plus ou moins, combien de militaires, combien de tanks, combien d'avions, etc. Vous faites plusieurs scénarios et vous n'êtes pas maître du scénario qui va se dérouler. Vous pensez, je vais vous faire des scénarios en fonction de ce qui se passe, et vous pensez qu'il y a un scénario le plus probable, mais donc vous mettez plus, je dirais, vos billes dans ce sens-là,
mais vous anticipez aussi des scénarios qui vous semblent pas probables, qui vous plaisent pas. Ça, c'est l'erreur des traders, surtout des débutants. Ils pensent qu'à un seul scénario, ils mettent toutes leurs billes dedans, et puis si ça se passe mal, ils sont morts. Donc en fait, il faut toujours prévoir le cas où ça ne se passe pas comme vous le pensez, et c'est très souvent le cas. Il faut savoir gérer vos positions avec le temps. Hein, vous pouvez très bien avoir raison au tout début, et puis ça change. La preuve, Poutine, il a changé de but militaire, hein, entre le début et la fin. Donc vous devez constamment vous réadapter au marché, parce que le marché change constamment d'anticipation. Hein, parce que de toute façon, tout bouge. Vous ne pouvez pas deviner si les Américains ils vont continuer à consommer comme des fous ou si d'un seul coup ils vont prendre peur. Donc il faut prévoir. Il faut essayer d'anticiper au maximum, sachant qu'en plus vous allez avoir des choses imprévues qui vont tomber inévitablement. Hein, comme le Covid, comme le 11 septembre 2001, comme l'Ukraine, la guerre en Ukraine, etc. Donc moi, je vais vous montrer comment les gérants ils fonctionnent, comment ils prennent leurs décisions, à quel moment. Alors on va voir qu'ils ont des obligations comptables, ils ont des obligations juridiques. Ça va nous donner des opportunités par moment. Un gérant de fonds, lui, il ne fait pas comme un particulier. Le particulier, aujourd'hui, il n'a pas envie de trader. Pof, il éteint son écran. Le gérant, non, pas forcément. Donc lui, il a des obligations. Et donc ça veut dire que des fois on a des informations et que comme nous on n'a pas les obligations, on peut en profiter. Alors tout ça, je vais vous montrer des stratégies, je vais vous apprendre comment on trade les chiffres économiques, comment on trade une banque centrale, hein, puisque c'est hyper important. Hein. Donc voilà. Donc le but c'est, voyez, c'est ça va durer à peu près 6 mois. En général c'est ça avec les gens. C'est des sessions d'1 heure et demie et il n'y a pas de session annulée. Hein. Si au dernier moment vous n'êtes pas dispo, on décale. Voilà. Il y a un système de crédit d'impôt, donc ça vous coûtera moins cher. La condition c'est d'être résident fiscal en France. Hein. Le crédit d'impôt, l'avance, l'impôt, le crédit, il est avancé par l'État. Donc en fait, ça vous coûte tout de suite moins cher. Hein. Donc voilà, donc ceux qui sont intéressés, vous allez sur mon site, vous m'écrivez, vous n'hésitez pas, puis je vous expliquerai plus en détail par téléphone. Voilà, je continue. Anticipation pour la BCE. Hein. Alors, les anticipations pour la BCE, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, avant le conseil des gouverneurs, la réunion de la semaine dernière, le marché il anticipait une hausse de 50 points de base, puis 25 en septembre. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un peu l'inverse. Hein. Elle a fait 50 et 25, mais dans l'autre ordre. Elle a dit d'abord 25. Alors en plus déjà, c'est pas pour la réunion de juin, c'est pour la prochaine. Hein. Et puis elle a dit peut-être en septembre, si les conditions se détérioraient, elle montrait ses taux, on suppose de 50, mais il ferait une hausse plus forte. Bon, donc du coup, ça n'a pas trop plu au marché. Alors vous voyez, le marché a monté, il avait déjà monté avant, il ne faut pas l'oublier, enfin quand je dis le marché, l'eurodoll, il avait déjà monté avant parce qu'ils anticipaient qu'elle allait durcir sa politique monétaire. Bon, elle l'a fait un peu en sens inverse du marché. Donc elle est encore un peu dans l'attentisme, hein, parce qu'elle monte très peu. Bon, l'inflation elle a 8,1% en zone euro, 5,8 en France, 8,2 en Allemagne. Bon, ouais, on est élevé, hein. On est quasiment... les États-Unis sont à 8,6. Bon, c'est vrai qu'attention, hein, il y a moins d'appétit de consommation qu'aux US. Il y a la guerre en Ukraine qui joue énormément sur la production et les problèmes allemande, et puis sur le fait que l'industrie allemande utilise beaucoup de gaz. Et là, vous entendez, il y a des menaces à nouveau encore de coupure de la part de la Poutine tout à l'heure, là encore. Ça risque d'arriver. Hein. Donc, mais ça, normalement, ils se disent qu'ils sont plus ou moins préparés, mais bon, on verra, parce qu'ils ne sont pas tant préparés que ça. Hein. Vu qu'on a vu qu'ils ont mis un mois à se décider, à se mettre d'accord, je dirais, pour faire des sanctions sur le pétrole, donc sur le gaz, on n'y est même pas. Donc voilà, alors il y a un autre truc qui a déçu, hein, c'est pour ça qu'après ça a baissé, c'est qu'elle n'a pas parlé de fragmentation, donc on va en parler. C'est un sujet qui préoccupe les marchés, elle a botté en touche là-dessus, donc ça les préoccupe depuis plusieurs mois déjà.
hein. Alors si on regarde pareil les swaps EONIA, hein, donc ce que je vous ai mis là, on voit que bah, le marché interbancaire il est en train de pricer un petit peu plus d'une hausse de taux en juillet, donc 25 comme elle a dit, mais un peu plus. Et après 3 hausses de taux en septembre. Donc là ça veut dire plus. Ils pensent qu'en septembre, la BCE, c'est pas 50 qu'elle va faire, c'est plutôt 75 BP. Hein, et que donc à la fin de l'année, on aura un taux directeur donc, qui est autour de 1,38%. Donc ça ferait presque 200 BP par rapport au niveau actuel. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Donc on verra d'ici là. Mais le marché, pour l'instant, il est un peu agressif. Hein. Alors il sera peut-être déçu plus tard, mais il est agressif. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors qu'est-ce que c'est que la fragmentation? C'est le fait que comme elle arrête son quantitative easing, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays européens qui sont plus fragiles, qui sont plus touchés, on le voit. Donc là, je vous ai mis les taux d'intérêt. Donc on voit le plus haut en violet, c'est les taux d'intérêt en Grèce. Alors, j'ai mis, c'est l'Italie le deuxième, hein, le troisième, c'est l'Espagne. Et là, je vous ai mis l'Allemagne. Donc, vous voyez, les taux montent. Alors, la Grèce, elle n'est pas au moment où il y avait la crise. Hein. Quand il y a eu la crise grecque, même après, hein, elle est montée à 40% les taux grecs. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout à ces niveaux-là. Vous voyez, alors on est quand même plus haut que le début du Covid. Hein. Donc, comment? Ça, c'est un problème que le marché, je dirais, a anticipé que la Fed, pour l'instant, la BCE, pour l'instant, elle n'a un peu rien fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Comme je vous dis, c'est aussi une des raisons pour laquelle l'euro a baissé. Hein, voyez. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, hier, il y a eu une annonce d'un seul coup d'un meeting d'urgence. Donc, évidemment, l'euro, il a monté. Ça y est, la BCE se décide à faire quelque chose là-dessus. Hein. Donc on l'a su dès le matin, hein, qu'elle allait discuter donc, sur les conditions de marché et puis donc les récentes hausses des taux des obligations gouvernementales des pays périphériques, hein, donc les pays surtout du sud, quoi, ce que je veux dire. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc après, alors pourquoi, je veux dire, le marché est déçu? Parce que sur son blog, là, il y a quelques semaines, elle avait écrit, Lagarde, il y a un blog hein, sur la BCE, elle avait créé des attentes. Elle avait suggéré qu'il y aurait un outil qui serait conçu pour prévenir la fragmentation après la fin du QE. Et puis on voit rien, il n'y a rien qui est sorti lors du dernier meeting. Donc ils ont fait donc, un meeting ad hoc en urgence. Hein, et puis donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le Conseil des gouverneurs s'est engagé à agir contre les risques de fragmentation qui pourraient surgir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Ils ont utilisé le mode, alors je ne sais plus où j'ai mis la phrase, ils ont utilisé le mode, ils ont dit qu'ils allaient le faire en mode légèrement axé, et oui, ils allaient donc étudier les staffs techniques, le conseil, hein, ce qu'ils appellent le conseil, le comité, ils appellent ça, le comité qui va s'occuper de ça, il va regarder ça en mode légèrement accéléré. Hein, en fait, c'est pour dire au marché, nous ne sommes pas en retard, nous ne sommes pas affolés. Enfin, donc, c'est un peu l'impression que ça donne. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle avait déjà parlé dans le temps de flexibilité, puisqu'en fait, il y a encore son PEPP. Hein, vous savez, elle a acheté 1700 milliards avec la pandémie, donc c'est un extra, un QE supplémentaire qui est spécial pandémie. Donc là, elle a mis 700 milliards d'euros dans son portefeuille d'obligations. Ça fait un stock énorme d'obligations, notamment allemandes. Hein, donc elle détient maintenant 43% de la dette allemande qui est en circulation hein, sur les marchés obligataires. Alors, vous voyez, c'est plus que monstrueux. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, il y a des pays comme la Grèce, elle détient que 11%. La Chypre, 27%. Je prends l'Estonie, 12%. Vous voyez, donc elle détient beaucoup moins. Donc elle avait déjà dit qu'elle allait rajouter de la flexibilité, puisque là, qu'est-ce qui se passe? Si elle maintient son bilan constant, qu'est-ce qu'elle va faire? Toutes les obligations, notamment allemandes, qui vont arriver à échéance, hein, qu'est-ce qui va se passer? Elle va racheter des obligations pour les remplacer, des obligations de pays périphériques. Donc elle va de facto faire baisser les taux.
Bon, ça on le sait déjà, elle l'avait annoncé, comme je vous dis, dans son blog. Donc là, elle avait annoncé le meeting d'avant. Ça n'a pas suffi à calmer les investisseurs. Donc en fait, bon voilà, ils veulent plus. Alors faut pas oublier, la BCE elle a des obstacles légaux. Elle l'a eu plusieurs fois, notamment avec la Cour de justice allemande. Hein, elle ne peut pas faire tout et n'importe quoi, hein, je veux dire, vous voyez, parce qu'en achetant fortement des obligations italiennes par rapport à des obligations allemandes, eh ben, elle favorise l'Italie par rapport à l'Allemagne. Tu vois, ça peut poser des problèmes, je veux dire, légaux. Hein. Donc il y a eu la Cour suprême allemande qui a plusieurs fois statué sur des actions de la BCE. Donc ça joue hein, dans ce qui la freine. Hein. Alors, la BCE, on comprenait bien que sa stratégie, ben, c'était de rien faire et puis d'attendre que les problèmes disparaissent, gérés par magie, hein, sans ouvrir sa boîte à outils. Et là, le marché, il ne veut pas. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils ont décidé ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les dernières news? Eh ben, hier à 22 heures, donc, en fait, il y a eu la presse qui a annoncé que, bon, voilà, ils vont améliorer, ça encore plus fort, ça va être encore plus flexible. Bon, il y a ça qui est sorti dans la presse hier soir. Qu'est-ce qu'il y en a eu tout à l'heure au début d'après-midi? On a eu, encore, donc c'est la presse qui dit il y a des officiels, mais c'est sûrement des fuites réelles, hein, puisque en fait, ça fait comme la Fed, elle essaye de récupérer le tir, hein, et elle dit il y a des officiels qui disaient que le nouvel instrument anti-fragmentation, il serait prêt donc dès le prochain meeting de juillet. Donc c'est le sujet à venir dans les semaines prochaines. Et on peut penser qu'ils vont constamment nous tenir en haleine là-dessus, hein, je veux dire, pour faire baisser évidemment les taux des obligations, hein, voilà, pour éviter un problème. Il ne faut pas oublier que si l'euro baisse fortement, ça va créer de l'inflation importée encore plus fort. Donc ça, c'est pas bon non plus. Hein. Donc elle n'a pas trop intérêt à ce que l'euro baisse fortement, même si elle ne va pas dire officiellement, c'est ce qu'ils disent, hein, qu'officiellement le taux de change, c'est pas un sujet, c'en est quand même un dans la réalité. Hein. Alors, n'oubliez pas un truc, hein, il y a toujours traditionnellement les plus fortes corrélations quand vous faites du forex, c'est un marché de taux d'intérêt. Donc là, je vous ai fait deux graphes que tous les professionnels suivent, c'est-à-dire la différence entre les taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis, donc des obligations 2 ans. Hein, donc vous avez à gauche, le graphe de gauche, vous avez en orange l'eurodoll, hein, qui remonte fortement tout à l'heure, et puis vous avez le swap de taux 2 ans, pas le swap, le spread, pardon, de taux 2 ans qui Europe, alors Allemagne, USA, qui remonte fortement. Ce matin, c'était pas vrai, hein, ce que vous voyez là. C'est-à-dire que ce matin, là tout à l'heure on a remonté, on va en parler juste après, l'eurodoll on a remonté fortement, surtout au début d'après-midi. La courbe violette, elle était déjà en hausse. Hein. L'euro, il est en train de rattraper avec du retard. Pareil à droite. À droite, c'est la courbe 10 ans et à gauche, la courbe 2 ans. Le marché regarde tout le temps ces courbes-là. Hein. Ce matin, la corrélation n'était pas vraie à court terme. Hein. Donc là, elle est vraie. Alors pourquoi elle est vraie maintenant? On passe. Alors, la corrélation qui est plus forte, je vous l'expliquerai après, ça. La corrélation qui est plus forte actuellement, eh bien, évidemment, c'est celle entre le spread de taux d'intérêt, l'écart de taux d'intérêt entre une obligation 10 ans italienne et l'obligation 10 ans allemande. On voit bien, regardez, là je vous ai mis en pointillé la réunion de la BCE. On voit bien qu'avant, le spread de taux, il vit un peu sa vie. L'eurodoll, il vit sa vie. Là, il monte dans des anticipations de durcissement de taux de la BCE. Hein, et le spread, alors je l'ai inversé, hein, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez, quand l'échelle de gauche est inversée, donc quand on descend, quand la courbe violette descend, l'écart entre les taux des obligations italiennes et allemandes monte. Ça veut dire que ça va mal. Vous voyez que d'un seul coup, elle ne fait pas d'outils. Le marché, ça lui paie pas, paf, il suit le truc. Hein. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, on vous parle qu'hier soir, hier matin, je veux dire, on vous parle d'un outil, paf, ça remontouille. Vous voyez, et là, ça se calme assez fortement.
hein. Et voyez là, ce graphe, je l'ai fait avant ce matin. L'euro, il était encore à 1,0459 et puis donc maintenant il monte, hein, il est à 1,05 90. Voilà. Donc le marché, il est un peu soulagé, il a été un peu soulagé, hein, mais pas tant que ça. Alors qu'est-ce qui a accéléré tout à l'heure? Alors attendez, qu'est-ce qui a accéléré tout à l'heure? Eh bien c'est parce que il y a eu le gouverneur de la Banque d'Italie qui a parlé, hein. Alors si l'euro il monte là depuis si l'euro il monte depuis cet après-midi, hein, c'est pas à cause de l'analyse technique, hein. Donc les gens ils font trop d'analyse technique, beaucoup trop. C'est parce que le gouverneur de la Banque d'Italie il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien il a dit que la normalisation, donc ça pour arrêter la hausse des taux, enfin l'écart de taux d'intérêt entre les États là, elle doit être ordonnée, progressive, et il a dit, voilà, ça n'empêche pas que ça pourrait toujours être une hausse de taux de 25 et de 50 BP. Hein. Et par contre, il a dit quoi? Ben, le spread de taux, l'écart entre les taux d'intérêt, Italie-Allemagne, il devrait plutôt, selon lui, être à 150 basis points, donc s'il se base sur l'économie. Or, là, vous voyez sur le graphe, ils sont à 224. Donc, ce que je veux dire, alors tout à l'heure, quand j'ai regardé, ils étaient mieux, ils étaient à 217, donc ils remontent tout, donc voilà, ça aide, hein. Donc voilà, donc voilà, il trouve que plus de 200 BP, c'est injustifié, donc le marché interprète, le gouverneur de la Banque d'Italie n'est pas content, ils vont faire quelque chose, c'est sûr que l'outil, il va sortir. Hein, donc le marché est content, il est en train de monter en anticipation de l'outil. Hein. Et puis après, qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure? Eh ben, on a eu Draghi qui a rajouté une couche. Alors Draghi, je vous rappelle, c'est plus gouverneur de la BCE, c'est Premier ministre italien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la décision de la BCE de monter les taux d'intérêt est inévitable. Hein. Alors il a quand même rajouté: je m'attends à ce que la BCE va monter ses taux de façon plus graduelle qu'aux USA. Hein. Bon, il est quand même parmi tous les, je dirais, les politiques plus écoutés, puisque c'est l'ancien gouverneur de la BCE, donc on se dit, il sait de quoi il parle. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez l'euro qui monte. C'est pas à cause de la technique. Hein. Donc voilà. Alors par contre, c'est vrai que quand on regarde, on peut se dire quoi? Eh bien, on peut se dire que quand on regarde, là j'ai mis les banques principales du G7, alors tout n'est pas à jour, parce que je l'ai certains en cours décalé, vous voyez, il y a des petites horloges. Finalement, qui est devant? Je dirais s'il y avait une course, hein, c'est la Fed. Juste après, vous avez... Juste après, vous avez la Banque d'Angleterre. Hein, et ce qu'on voit dans les derniers, alors c'est pas tout à fait à jour, le bon dernier, c'est la BCE à moins 0,75, moins 0,50 hein, sur son taux de dépôt, sa deposit facility, le moins 0,55 c'est le taux de la BNS, mais tout à l'heure elle l'a monté, elle a choqué un peu le monde en le montant carrément de 50 BP. Pourquoi? Parce que ça y est, elle est en train de shifter, elle change, c'est-à-dire qu'avant son focus c'était empêcher que le franc suisse soit très très fort, et puis maintenant elle estime que les risques de hausse de l'inflation deviennent plus élevés, donc elle baisse elle monte ses taux d'intérêt, elle reste en taux négatif, elle est à moins 0,25. Bon, la BCE est à moins 0,50. La Banque du Japon elle est à moins 0,10. Bon, on va voir ce qu'elle va faire. Hein. Mais ce que je veux dire, voilà, la dernière, c'est la BCE. Donc le marché, il est en train d'anticiper que la BCE, elle est obligée de faire des choses. Alors, je vous rappelle un truc, et c'est ce que dit Draghi quelque part, et ce qu'a dit Lagarde. Elle a dit l'économie européenne n'est pas l'économie américaine. Hein, mais n'empêche que vous voyez bien qu'il y a quand même une grande tendance en général, les cycles hausse de taux, ils ont tendance un peu à suivre. Alors pas toujours, regardez la Banque d'Angleterre, elle a fait d'autres trucs, mais ce que je veux dire, quand la Fed commence à monter, tu as plein de banques centrales dans le monde qui sont en train de monter les taux, Taïwan, etc. Vous les entendez toutes, la Banque d'Australie, mais c'est pas forcément à cause de la Fed. Certaines, oui,
hein, toutes les banques du Moyen-Orient. Hier, il y a toutes les banques du Moyen-Orient qui ont monté leurs taux. Hein. Je veux dire, mais c'est évident que ça entraîne, c'est la première économie mondiale, ça joue. Hein. Donc voilà, donc toujours est-il que voilà, il y a une pression de plus en plus forte sur la BCE. Le marché il est plus agressif, c'est ce que je vous ai dit pour l'instant, que ce qu'elle veut faire. Bon là, vous voyez, il y a Visco et puis Draghi. Alors Draghi non, hein, Draghi ne fait plus partie de la BCE, donc je pense qu'il s'est exprimé d'une façon libre. Par contre, Visco, est-ce que c'est pas, il est en train de, bah pareil, c'est comme le meeting ad hoc, on essaye de corriger le tir, et puis bah, dans le meeting ad hoc, surtout on n'est pas en retard, on n'est pas en retard. Bon, hein, on verra bien hein, si l'inflation elle monte encore. C'est un peu mal barré, hein, puisque enfin, je vois pas pourquoi à court terme que l'inflation ne monterait pas, surtout s'il commence à y avoir des blocages du gaz. Hein. Donc voilà. Donc là, ça va être le sujet, ça. Hein. La Fed, à court terme, je veux dire, la semaine prochaine, la semaine d'après, il n'y a pas grand-chose qui, je veux dire, ça va être le sujet. Il va y avoir un chiffre important bientôt en Allemagne. S'il déçoit, ça va gêner la BCE. Pour ces hausses de taux. Là, on peut supposer qu'ils vont essayer de nous maintenir en haleine jusqu'à la réunion de juillet. Bon, c'est loin, hein, la réunion de juillet, c'est pas tout de suite. Hein. Donc, c'est ça qui est en train de jouer à court terme. Attention, parce que le marché, il va se refroidir à des moments, c'est évident. Voilà. Donc, j'ai terminé. Si tu as quelques questions, Thomas? Dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. D'accord. Je te Vous propose de pouvez, conclure. ouais, vous pouvez toujours poser des questions par écrit. Hein. Vous l'envoyez à support@linksbroker ou à info@traderchange.com. Donc on se fera un plaisir de vous répondre. Hein. Donc le but c'est de partager comment nos passions, hein, je veux dire, vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de questions bêtes, hein, parce que là moi je vous pousse, hein, je vous demande des trucs de professionnels que vous connaissez pas. Si vous voulez des détails, vous m'appelez et je vais essayer de vous rendre ça simple, vous expliquer les mécanismes. Hein. Donc Thomas, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Philippe et merci à tous de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une masterclass qui aura lieu mercredi, une fois n'est pas coutume, sur les différents ordres de bourse disponibles. Bonne soirée à tous. Merci à tous, merci Thomas pour avoir organisé ce webinaire.